Une élève enceinte ne doit pas être exclue de son école pendant cette période. En tout cas, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le secrétaire général, par cette note circulaire qui annonce à toutes les écoles et la communauté de ne pas exclure la jeune fille en cas de grossesse non désirée à l'école. C'est en tout cas autour de cette question que nous allons nous entretenir dans ces grands numéros, des grands débats, que je ne serai pas seul à présenter. Je serai accompagné de Sylvie Mamona qui va carrément m'accompagner pour ces grands débats. En face de nous, en tout cas, un panel composé des corps professionnels, il y a des experts des organismes internationaux, mais également aussi même ces experts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Sans plus tarder, je m'avais déjà salué celle qui est devant moi, Madame Cécile Thiombo. Bonjour. Comment avez-vous reçu cette circulaire du secrétaire général de l'Éducation nationale? En fait, nous avons reçu cette circulaire avec pincement au cœur. Pourquoi? Pourquoi nous disons nous sommes écœurés? C'est tout simplement puisque vous savez que nous vivons dans un pays où aujourd'hui nous avions salué la décision ou les slogans qui disaient toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école, c'est une décision qui nous paraît être une décision d'une norme internationale. Et lorsque nous disons la norme internationale est bien accueillie, ça signifie, ça va dans le sens de l'intérêt de la fille congolaise et si, pourquoi pas africaine. Et aussi, cette lettre, cette circulaire qui arrive, qui donne les droits tels que dit par les normes internationales à la fille grosse d'aller à l'école. Cependant, nous avons notre culture à nous. Quand bien même... Avant de développer... Oui, je suis en train de me dire que ça a été accueilli avec pincement au cœur. Très bien. Alors, Sylvie, en tout cas, vous allez continuer avec des questions pour les deux autres experts qui sont sur ces plateaux. Et ça va nous permettre d'avoir l'avis de l'expert anthropologue et un ancien directeur chargé de l'éducation jeunesse à l'OIF qui est sur ces plateaux. Et je vous laisse la primaire. Merci beaucoup, Dewar. C'est un réel plaisir de partager avec toi ces plateaux pour parler de ces sujets qui a suscité et continue d'ailleurs à susciter de nombreuses réactions sur la toile. Alors, puisque nous sommes en face de l'ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse au sein de l'OIF, j'ai une question pour vous. Quelle est la portée réelle de cette circulaire? Est-ce une garantie effective? Merci de m'accorder la parole sur cette question qui est une question essentielle en matière d'éducation. Pendant de nombreuses années, il y a eu des discussions sur le concept d'éducation de base pour tous. Et maintenant, on parle de l'équité, de l'inclusion. Tout cela pour dire que l'éducation, c'est un droit fondamental pour tous. Et toutes les nations, toutes les organisations internationales ont lutté pour que ce droit à l'éducation se concrétise. Maintenant, quelle est la situation chez nous, la situation réelle chez nous? La RDC, c'est l'un des pays où on trouve le taux d'abandon scolaire le plus élevé au monde. C'est-à-dire, concrètement, si vous prenez par exemple 100 élèves qui commencent l'école primaire, au bout de 12 ans, à peine 45 à peu près arriveront jusqu'à la fin du cycle secondaire, c'est-à-dire jusqu'aux examens d'État. Et 45 sur 100, vous voyez ce que ça signifie en termes de déperdition scolaire. C'est-à-dire tous les autres enfants ont abandonné. Alors pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons, notamment le frais
de Minerval, comme on dit. Et aujourd'hui, grâce à la politique de gratuité, le problème a été plus ou moins résolu au niveau primaire, mais le problème demeure au niveau secondaire, spécialement pour les garçons. Je vais revenir là-dessus pour les filles. Alors pour les garçons, c'est qu'au niveau secondaire, ce taux de déperdition qui est très élevé, que je viens d'expliquer, s'explique par les frais de Minerval, et 48% de ceux qui abandonnent le font parce que leurs parents sont incapables de payer. Alors, mais il y a une situation spéciale, spécifique pour les filles. La plupart des filles abandonnent l'école à la fin de l'école primaire et au début de l'école secondaire. Et ils abandonnent principalement pour deux raisons. Première raison, le mariage précoce. Les parents est forcé, parce qu'à cet âge-là, une fille n'a pas pour rêve, à 12 ans, 13 ans, une fille n'a pas pour rêve de se marier, donc on les oblige à se marier. Donc le mariage précoce est forcé, elles abandonnent l'école. Et deuxième raison majeure, les filles abandonnent à cause des grossesses précoces et non désirées. Et tenez-vous bien, le ministère du Plan vient de réaliser ce qu'on appelle enquête démographique et de santé. Les données ont été collectées à la fin de l'année 2023 et au début de 2024. Ils ont été analysés et publiés il y a à peine quelques mois. C'est une vaste étude coordonnée par mon ami, le professeur Bernard Le Toutal, à qui je rends hommage par ailleurs pour cet excellent travail. Et les résultats montrent que pour les filles âgées de 15 à 19 ans, 20% tombent enceintes. 20%, c'est-à-dire une fille sur 5 entre 15 et 19 ans tombe enceinte. Et donc, quand elle tombe enceinte, malheureusement, elle quitte l'école, elles abandonnent. Ce qui fait qu'en termes de chiffres réels, ce sont des millions de filles qui abandonnent chaque année l'école dans ce pays. Je dis bien des millions de filles à cause des grossesses. Merci beaucoup pour les chiffres, mais une question directe. Êtes-vous d'accord pour cette nouvelle circulaire? Alors maintenant, est-ce que, si vous me posez cette question, est-ce que nous sommes d'accord que des millions de jeunes filles abandonnent l'école chaque année? Si vous dites oui, nous sommes d'accord, ça signifie que vous dites que ces filles, les femmes, n'ont pas besoin d'aller à l'école. Non, c'est un droit. Nous ne pouvons pas parler d'autonomisation des femmes. C'est au moment où elles sont encore adolescentes, au moment où elles sont encore jeunes filles, et n'ont pas la possibilité d'aller plus loin à l'école, elles abandonnent. Nous devons tout faire pour les empêcher d'abandonner les écoles. Donc nous devons tout faire pour les maintenir à l'école. Maintenant, la mesure qui a été prise, qu'elles restent à l'école tout en étant enceintes, c'est une mesure excellente sur le plan de l'éducation, mais sur d'autres aspects, la mesure devrait être préparée. Parce qu'il y a des aspects. Y revenir avec cette question, est-ce que le maintien de filles enceintes dans les écoles peut-elle influencer la courbe de scolarisation? Nous allons revenir avec vous. Nous allons prendre aussi Monsieur Jacques Tati Mwakoupemba, qui est docteur en philosophie, chargé des recherches et développement. Merci d'être avec nous sur ces plateaux. Vous, comment accueillez-vous cette nouvelle circulaire? Merci pour la question. J'ai accueilli cette décision entre surprise et non surprise. C'est-à-dire non surprise, je sais que le gouvernement actuel voudrait mettre en œuvre toutes les ratifications qu'il a signées à gauche à droite sur des questions de droit à l'éducation pour tous depuis 1990. Puis vous prenez Jotian et tout ce qui ont évolué, les ODD, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour autant que le gouvernement a signé ça, je pense qu'il pense passer à la vitesse supérieure pour concrétiser toutes ces ratifications au niveau national ou bien international.
mais un peu avec surprise parce que c'est comme si on a pris quelque chose à la va-vite sans toutefois bien préparer ça en amont. Hein? Parce que je suis très d'accord qu'il faut maintenir tout le monde dans les systèmes scolaires et en particulier les filles. Mais je crois que notre société est une société mondialisée mais aussi à part entière avec ses propres réalités. Donc on devait bien préparer la chose en amont pour que cette question ne blesse pas la sensibilité des uns des autres, mais aussi cette question entre en toute réalité dans nos vécus quotidiens. Mais là, on a l'impression que cette manière de faire, ça c'est mon point de vue personnel, est une autre manière de faire aussi l'apologie des sexualités dans notre société, qui est une question très sensible qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence et beaucoup de rigueur et de sagesse. Donc, je l'ai dit très bien, il faudrait que le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires, se mettent ensemble, réfléchissent. C'est vrai, nous avons besoin que tout le monde soit à l'école. Et il est vrai aussi que les enquêtes dont M. Mabiala parle, je l'ai scruté, c'est quand même ahurissant de voir que 20%, hein, 20%, donc en termes de chiffres, ce sont des milliers de filles qui doivent comme ça être, à cause de grossesse précoce, d'être en dehors de l'école. Donc il faudrait réfléchir quelles sont les vraies stratégies qu'il faudrait mettre en place sans blesser notre société et récupérer tout ce monde afin qu'elle soit scolarisée. Parce que vous parlez de la société, que vous faites des études sur même cette société congolaise, n'est-ce pas, c'est l'Afrique où on retrouve certains pays qui ont ratifié à ces accords et traités, mais qui ont appliqué sans ambages ces mesures prônées par l'inclusion, pour l'inclusion des enfants, des filles à l'école. Est-ce que c'est contraire à d'autres pays? Le Congo ne devait pas aussi se mettre au même piédestal? Je pense qu'en liminaire, je l'ai dit, que nous souhaitons que toutes les filles soient scolarisées. Même ceux qui sont dans cette situation, celles qui se retrouvent dans cette situation. Vous voyez quand même le contraire? Non, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que quand vous citez d'autres pays, vous allez voir que dans ces pays-là, il y a eu, oui, des pays africains, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place bien avant pour encadrer ces filles-là. Vous voyez, hein? On a mis des stratégies en place. Ici, chez nous, il n'y a aucune stratégie. On dit simplement que la fille enceinte doit être maintenue à l'école. Imaginez-vous qu'une fille qui est enceinte dans un lycée rempli de filles, la fille doit venir chaque jour avec sa grossesse. Quel est l'impact psychologique qu'il y a à côté de ces condisciples? Alors, heureusement que nous avons une enseignante sur ces plateaux. Je suis moi-même enseignant. Ah, tout justement, nous avons des enseignants sur ces plateaux. Et nous voulons, parce qu'elle représente tout un corps des enseignants, Cécile Chiomou, qui est enseignante, elle qui doit nous faire ses révélations peut-être, ou un témoignage, parce que dans pareil cas, elle a peut-être affronté ou elle a connu ça dans sa vie professionnelle. Madame Cécile, avez-vous été exposé ou carrément avez-vous fait face à une pareille situation où la jeune fille était obligée de quitter l'école ou d'abandonner les études parce qu'elle s'est retrouvée grosse à l'âge scolaire? Je me dis, vous parlez d'une jeune fille ou d'une fille, mais je m'en vais vous dire ceci. Que les droits de l'enfant exigent à ce que l'enfant ait une place à l'école. Lorsqu'on parle d'enfant, on parle d'enfant avec
est né majuscule, fille et garçon. Et nous supposons, je l'ai dit tout au début, que la place de l'enfant est à l'école. Et chaque enfant a besoin d'un enseignant. Et cet enfant qui a besoin d'un enseignant a une famille. Et cette famille réside dans une communauté. L'enfant commence à être éduqué dans sa maison, dans sa communauté. Quand elle arrive à l'école, elle est instruite. L'école complète ce que les parents ne pouvaient pas faire. Ici, les droits de l'enfant, par rapport aux normes telles que nous les disons, Tati a parlé de Jean-Charles, il a parlé des droits, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a parlé des ODD, et ainsi de suite. Et je viens avec les 54 recommandations du groupe de haut niveau de l'International de l'éducation. C'est pour dire que l'enfant a des droits et il a aussi des devoirs. L'aider à ma gauche et à ma droite, il parle des études qui sont faites sur le terrain. Et nous vivons autre chose. Vivre autre chose, c'est dire que ce garçon qui va engrosser cette petite fille de 12 ans, de 14 ans, est appelé héros. Et il va se frotter les mains pour dire, même si j'ai engrossé une fille, ses parents les prendront en charge et elle sera toujours maintenue à l'école. Non, mais attention, mais là, écoutez, laissez-moi. Les mineurs sont protégés par la loi de la RDC. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. L'enfant peut connaître oui, l'activité sexuelle, c'est protégé. À 18 ans. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas un héros. Écoutez, est-ce que, avec ce que nous venons de prendre comme décision aujourd'hui, sans que cette décision n'ait été, ou cette décision ne soit d'abord entourée de tous les éléments possibles qui pouvaient nous aider à comprendre la nécessité et la véracité des faits. Ça signifie ceci. Moi, je suis au village. Ma fille doit aller à l'école, elle doit terminer les études. Vous n'allez pas me contredire puisque dans les temps, les parents ont cultivé les champs, ils ont envoyé leurs filles à l'Inikis, à Lubumbashi et à Kinshasa. Nous avons les Kanza, c'était des filles. Nous avons les filles de Kasavubu, nous avons des filles de Lumumba. Est-ce que les parents de Lumumba, les parents de Kanza, étaient à l'école? Non, ils ont fait les champs. Et ils ont éduqué leurs enfants et ils ont envoyé ces enfants à l'école pour être instruits. C'est pour dire ceci. Avant de prendre cette mesure, il fallait convoquer toutes les parties prenantes pour qu'on puisse approfondir la question avec une analyse et une réflexion qui pouvait aider à ce que les milliers, chez moi à Kabeyakamwanga, chez moi à Chilenge, chez moi à Monkoto, à Ikala, chez moi à Basankusu, chez moi à Boma, à Tchela, à Kisantu, les parents puissent comprendre que réellement, ma fille qui est tombée enceinte, à bas âge, c'est un accident, c'est un viol, elle peut avoir encore la chance de retourner à l'école. Et que l'école qui reçoit cet enfant enceinte, qu'il avait peut-être déjà, et que l'enfant est tombé enceinte, qu'elle soit aussi conscientisée, protégée psychologiquement, pour qu'elle puisse comprendre pourquoi elle est à l'école en étant enceinte. Et alors, en ce moment-là, on
prendra pas l'école comme un lieu de prostitution. Mais aujourd'hui, avec cette circulaire qui tombe, et nous les enseignants, nous disons, l'école devient un lieu de prostitution, puisqu'il n'y a aucune autre mesure qui est prise pour que l'enseignant comprenne, l'élève comprenne, les préfets, les directeurs, les parents et autres. Nous sommes dans un pays où il y a la guerre. Nous condamnons les viols à l'est de la République. Nos petites filles sont violées. Vous avez appris récemment, je n'étais pas au pays, vous avez appris qu'un enfant de 8 ans a été violé par plusieurs personnes pendant toute une journée. J'ai appris par les enseignants qu'à Monkoto, une fille a été violée, enfermée dans une maison. On a pris une radio, on a mis à côté avec la musique et les policiers étaient à l'intérieur en train de violer la fille. Vous comprenez ça? Et cette fille qui tombe enceinte par viol est obligée de rester à la maison. Mais de l'autre côté, il y a les études qu'elle doit poursuivre. Et alors, ce sont les parties prenantes qui pouvaient rentrer dans le profondeur ou soit dans les auteurs pour savoir comment appliquer, puisque nous ne devons pas aujourd'hui nous renier et renier nos mœurs ou encore nos cultures. Madame Cécile évoque le préalable avant la prise de cette décision. Monsieur Mabiala Maoumba, selon vous, quelles sont les mesures concrètes qui devraient accompagner cette décision? C'est une question très importante. D'abord, il faut préciser malheureusement que nous appliquons en quelque sorte la politique de l'Autriche par rapport à nos enfants. Vous savez, que ce soit les filles ou les garçons, nos enfants sont sexuellement actifs. Ça, c'est une réalité. Et je reviens à l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, EDS 2023-2024, qui montre que à l'âge de 15 ans, au moins 12% des adolescentes ont déjà eu des rapports sexuels. 12%, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est pour les filles. Et 14% pour les garçons. Donc déjà, à 15 ans, beaucoup de nos enfants sont sexuellement actifs. Et donc, parmi les mesures que nous devons prendre pour éviter des grossesses non désirées, c'est les encadrer en matière de sexualité. Parce que comme nous savons qu'ils sont sexuellement actifs et que d'autre part, et ça c'est très important pour les filles, pour vous imaginer que parmi les filles de 15 à 19 ans, seulement 27% d'entre elles connaissent leur période de fertilité. Seulement 27%. Donc d'une part, elles sont sexuellement actives, d'autre part, elles sont dans l'ignorance totale sur ce qu'il faut faire pour prévenir une grossesse non désirée. Et donc la conséquence c'est quoi? C'est qu'elles tombent enceintes. On ne doit pas s'en étonner. Vous voyez, on ne doit pas faire la politique d'Autriche, on ne doit pas s'en étonner. Elles sont sexuellement actives, les garçons aussi sont sexuellement actifs et les conséquences c'est quoi? Malheureusement, c'est des grossesses non désirées. Donc la première mesure, c'est vraiment en amont dès maintenant renforcer l'éducation à la sexualité. Vraiment de telle manière que tous les jeunes, filles et garçons, sachent par exemple comment gérer leur corps, sachent ce qui se passe dans leur corps. Déjà à l'âge de 12 ans, ils voient des modifications de leur corps, qu'ils sachent ce qui arrive, ainsi de suite. Ça c'est la première mesure. Éducation à la sexualité de manière vraiment complète. Deuxième mesure, nous devons mettre à leur disposition des méthodes contraceptives modernes. Vous voyez, une fois de plus, ne jouons pas la politique d'Autriche, ne faisons pas semblant. Ils sont sexuellement actifs. Et comme ils sont sexuellement actifs, il faut mettre à leur disposition des mesures, des méthodes contraceptives modernes. Par exemple, dans beaucoup de pays, on autorise les jeunes, les adolescentes à aller en pharmacie, à obtenir ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Ça permet, il a fait une erreur,
elle a fait une erreur et risque de tomber enceinte. Avec la pilule du lendemain, ça permet d'éviter une grossesse non désirée. Donc tout ça, ce sont des mesures. Maintenant, la mesure, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a pris cette mesure-là. Ce n'est pas trop tard pour prendre des mesures d'application. Et je signale d'ailleurs que dans les pays occidentaux, je connais très bien, j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler pendant 10 ans aux États-Unis. J'ai vécu en France pendant 6 ans. Je sais ce qui se passe dans les pays occidentaux. Vous savez, il y a aussi des grossesses non désirées chez les adolescentes, mais le taux est beaucoup moindre par rapport à chez nous. Mais le taux est moindre parce qu'ils prennent des mesures. Ces mesures-là, notamment les méthodes contraceptives modernes, mais aussi c'est que quand nous disons que les filles tombent enceintes, on les exclut, mais en réalité on ne les exclut pas de l'école. Physiquement, ces filles ne viennent pas à l'école, mais pratiquement les processus d'apprentissage se poursuivent. Ils suivent les cours à distance, il y a un encadrement sous forme de tutorat qui s'organise. Donc, en fait, les filles qui tombent enceintes ne perdent pratiquement rien en termes d'apprentissage. Parce que, et c'est sur ce point-là que je salue, comment dire ça, je suis d'accord avec madame et l'Église catholique. Vous savez, quand une fille tombe enceinte, elle rentre dans la salle des classes, c'est un mauvais comportement du point de vue de la moralité. C'est un mauvais comportement. Et ce mauvais comportement risque, je dis bien, risque de faire tache d'huile. C'est-à-dire, une fille qui tombe enceinte, cela peut être un motif, si vous voulez, de contagion chez les autres. Donc, sur ce point-là, l'Église catholique n'a pas tort de prendre des dispositions et de dire non, c'est une fille qui s'est mal conduite, c'est un garçon qui s'est mal conduit, nous devons les sanctionner. Sauf que la sanction ne doit pas nécessairement être, j'insiste là-dessus, la sanction ne doit pas nécessairement être l'exclusion de l'école. La sanction peut être, ok, vous ne venez plus à l'école, nous continuons à vous encadrer, restez à la maison, on va vous envoyer les devoirs, on va vous envoyer un enseignant qui passera 2 fois par semaine, vous allez suivre les cours en ligne et tout ça, etc. L'enseignement, les apprentissages doivent se poursuivre. Et c'est ça qui fait que dans la plupart des pays occidentaux, physiquement, les filles enceintes ne se présentent plus à l'école, mais pratiquement, les apprentissages se poursuivent. Alors, monsieur Mabiala, je reste aussi sur vous, après cette question de Sylvie Mamona. Ici, nous parlons de l'inclusion. Aucun enfant ne peut être exclu de l'école pour la pauvreté, à cause de la pauvreté de ses parents. C'est pourquoi il y a la gratuité de l'école primaire. Aucun enfant, par malformation ou handicap, ne peut être exclu de l'école. Même les pygmées, les autochtones de la République démocratique du Congo ont aussi ces plaidoyers pour ne pas être exclus de l'école. Mais pourquoi, quand il s'agit d'un incident ou accident de parcours chez le jeune fille, ça devient carrément une question d'État aujourd'hui? Précisons d'abord que quand nous parlons de l'école, c'est un lieu d'acquisition de savoir, des connaissances, des compétences, mais aussi un lieu d'acquisition de valeurs. C'est un lieu d'acquisition de savoir-être. Comment nous devons nous comporter en société, les valeurs morales, les valeurs républicaines, ça fait partie de l'école, ça fait partie des apprentissages. Mais la réalité est là, 20% oui. des filles exclues de l'école juste parce qu'elles sont grosses. Non, en réalité, vous savez, même cette mesure d'exclusion, à ma connaissance, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, peut-être que je n'ai pas eu accès à toute la documentation nécessaire, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas jamais entendu qu'il y ait une loi depuis l'indépendance prise par le gouvernement qui dit que quand une fille tombe enceinte, elle doit être... Il n'y a pas de loi comme telle, mais c'est une norme sociale presque largement acceptée par la société. Pourquoi? Parce que justement, la société considère qu'une fille qui tombe enceinte, c'est un mauvais exemple. Et donc, ce mauvais exemple ne doit pas faire tache d'huile à l'école. Et c'est la raison pour laquelle, presque de façon unanime, les gens ont trouvé normal que une fille qui tombe enceinte soit exclue de l'école. Maintenant,
l'éducation nationale, c'est son devoir. Elle est dans ses droits en disant non, aucune fille ne doit être exclue de l'école, même quand elle est enceinte, parce que cela viole son droit fondamental à l'éducation. Entre les deux extrêmes, il y a un moyen terme. Le moyen terme, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que, oui, la jeune fille et les garçons se sont mal comportés, mais la sanction ne doit pas nécessairement être l'exclusion de l'école. La sanction peut dire, ne venez plus à l'école pour le moment, jusqu'à ce que vous accouchez, mais restez à la maison, mais nous allons continuer à vous assister. Mais la circulaire ne dit pas ça. Elle interdit l'exclusion de l'école. Oui, c'est ça. L'exclusion ne veut pas dire, ne devrait pas dire nécessairement ne pas continuer à apprendre. Vous voyez, c'est là que je vous dis la différence entre nous, les pays d'Afrique, et les pays occidentaux. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes exclu de l'école, ça ne veut pas dire qu'on doit vous empêcher d'apprendre. Ça veut dire, par exemple, concrètement, que ne venez plus dans la salle des classes, mais l'enseignant viendra chez vous régulièrement. On va continuer à vous envoyer les documents ou les cours à distance, parce que maintenant on a des moyens modernes quand même de communication. Donc c'est ça que, comme en réponse à la question madame, c'est ça les mesures d'accompagnement que moi personnellement j'attends que le ministère de l'Éducation nationale doit mettre en place. Alors, la même question, je pose aussi à madame Cécile qui est avec nous sur ce plateau. Madame, l'exclusion pour pauvreté, pour handicap, pour appartenance religieuse ou autre forme d'exclusion au niveau de la scolarité dans notre pays est prohibée. Mais pourquoi, face à cette réalité, l'expert l'a bien dit, c'est réel. Les filles sont actives sexuellement, les adolescents et adolescentes sont actives. Face à cette réalité, nous n'allons pas faire la politique des 2 poids 2 mesures. Pour la fille, on endurcit les tons, mais pour d'autres catégories, on accepte qu'on ne peut pas exclure ce genre de catégories dans notre système éducatif. Merci beaucoup. Mais je viens tout de suite te dire ceci. Qu'un garçon qui engrossait une fille dans le temps est exclu de l'école. Très bien. Il est exclu de l'école. Et ici, les catholiques disent dès qu'il y a une fille qui tombe enceinte, il faut qu'on la prenne et qu'on la mette dans des écoles officielles. Les écoles officielles ne sont pas des écoles de potoir. Une école officielle n'est pas une école de potoir. C'est une école où les enfants sont bien réussis, puisque moi j'ai un exemple. J'étais pendant plusieurs années enseignante au camp Kokolo. Et les élèves, enfants des militaires, ont fait fi aux élèves dans les années 80, aux élèves de Aurore, Lupio et Bossangani. C'est pour dire l'école reste un lieu où l'enfant apprend le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire. Mais dans des conditions normales, requises, où les normes, tant nationales qu'internationales, le protègent. J'ai parlé de la société, j'ai parlé de la maison ou de la famille, et j'ai parlé de l'école. Quand nous disons que l'enfant doit rester à la maison, je soutiens ce qu'il a dit. Je venais de vous dire ici qu'en Europe, il y a les enfants qui ne vont plus à l'école, mais qui étudient à distance à cause de cette problématique des films pornographiques. Il y a des familles, j'ai parlé avec une femme belge, une femme suisse, accompagnée d'une femme, je ne sais pas, elle est haïtienne.
Mais ces femmes, leurs enfants ne vont pas à l'école, que ce soit garçons ou filles. Mais ils étudient à la maison lorsque c'est la période des évaluations certificatives. Il y a des examens qui sont envoyés par Internet. Les enfants travaillent, retournent les examens et à la fin de l'année, on envoie encore les résultats par les mêmes canaux. Si l'enfant a réussi, il n'est pas appelé par l'école. S'il n'a pas réussi, l'école appelle l'enfant pour lui dire tu n'as pas réussi et tu ne peux pas te déplacer pour venir chercher ton bulletin. Rien que pour ça. Mais ils étudient. Plusieurs familles aujourd'hui, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, ils appliquent ça. Je n'ai pas encore eu l'expérience des États-Unis ou encore, mais j'étais en Argentine avec Augustin Toumba et Valérie Nsumpi. Nous avons parlé avec les femmes de plus de 70 ans, encore syndicalistes, dans le monde du système éducatif, qui nous ont dit que les enfants doivent être protégés d'abord par la famille, par la communauté. Et là, je me pose la question de savoir l'appellation de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Si nous pouvons maintenant prendre l'éducation nationale, et alors la nouvelle citoyenneté, quel en est le contenu? Quel en est le contenu? Puisque je vous dis, moi quand je parle, je ne vous cite pas, il y a tel article qui a dit des droits de l'homme, il y a tel... Non. Parlons, analysons les faits et arrivons à une conclusion qui va mettre tout le monde à l'aise. Alors, je ne refuse pas que l'enfant continue. Il y a un exemple. Une fille de 17 ans, engrossée par un garçon de l'IEC. Et cette fille, les parents ont pris la décision, puisque les parents du garçon voulaient prendre la fille. Je ne sais pas quels sont ses parents qui a besoin et intérêt à envoyer sa fille dans une famille où il n'y a pas une bonne éducation, où il n'y a pas une instruction nécessaire. C'est pour dire que tous nous avons besoin que nos filles... Moi, je suis une femme. Avant d'être femme, j'étais fille. Mais mes parents m'avaient dit, il n'y a que les études qui sont tes parents et les études après notre mort, après nous, ce sont ces études qui seront tes parents et ton mari. Alors, je vais finir par cette même question à M. Tati Jacques. Pourquoi l'exclusion? Pourquoi l'exclusion d'autres catégories? Ça passe par à la communauté, mais cette fois-ci, ça semble être mal perçu. Vous vivez dans la communauté, que vous étudiez même les comportements des différentes sociétés. Pourquoi cette fois-ci, la politique de l'inclusion semble être ralentie par la clameur publique? Merci. Je pense que vous allez tenir compte du dispatch des temps. Hein, parce que, ouais. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Le débat que nous faisons ici est un débat très profond entre le droit et la morale. Et je crois que les grandes sociétés aujourd'hui, je ne vais pas être contredit par mes co-débatteurs, les grandes sociétés aujourd'hui, ou bien les grands pays qui sont aujourd'hui que nous envions, ont construit leur société sur des bases de droit et de la morale. Donc, à partir de ces éléments, il faut que les deux sections dialoguent pour voir qu'est-ce que nous voulons de notre société. J'ai l'impression que mon co-débatteur Mabiala, qui a fait aussi l'expérience extérieure, a derrière lui ce que j'ai appelé apologie de la sexualité.
cependant, je dis que notre pays a ses cultures à nous. Et je crois nullement, si vous lisez les textes juridiques de notre pays, il est nulle part dit que la fille enceinte doit être exclue de l'école. Nulle part. Il n'y a aucun texte. Même la nouvelle loi sur l'enseignement national, la loi cadre numéro 14/004 du 11 février. Nulle part. Mais c'est le cas. Nulle part. Mais, comme vous le savez, quand vous lisez l'historique de notre pays, vous allez voir que l'Église catholique a eu une grande incise sur des questions éducatives de notre pays. Et derrière l'Église catholique, il y a une défensive de la morale. S'il faut qu'on dise comme ça. L'Église, derrière lui, défend un discours moral dans tous ces textes, aggiornamento, catéchisme de l'Église catholique, on trouve cette question-là. Et je crois que c'est à cause de ces grands pouvoirs qu'il y avait dans l'Église catholique, la question a essayé un peu d'être généralisée partout, qu'une fille qui est tombée grosse doit être exclue. Mais nulle part il y a un texte qui le dit. Mais d'autre part, il y a aussi la question de responsabilité parentale. Est-ce que les parents doivent laisser les filles qui sont tombées grosses, les laisser comme ça dans le vide, après l'accouchement? Donc cette question, en réalité, l'inclusion ne fait pas débat dans notre société. L'inclusion ne fait pas débat dans notre société. Tout le monde veut voir les garçons et les filles aller de l'avant dans la société actuelle. Mais il est question de bien arranger cette situation. En amont, il faut qu'on dialogue. Il faut vraiment qu'on dialogue entre tous les partenaires, comme je l'ai dit en liminaire, voir comment est-ce qu'on peut aider les jeunes filles qui sont grosses à revenir à l'école. Comment est-ce qu'on doit continuer à sensibiliser les parents pour dire que la fille a connu une erreur, mais ce n'est pas la fin du monde, elle doit revenir à l'école après la maternité. Donc, et aussi, dans toutes les mesures à prendre, comment est-ce que l'État lui-même garantit ces questions-là quand la fille est tombée grosse après? Je ne suis pas d'accord avec les catholiques quand ils disent que si une fille tombe grosse, amenez-la dans les écoles publiques où on peut accepter. Non, je ne suis pas, parce qu'il n'y a pas des écoles A, des écoles B. Toutes les écoles, comme on dit mes co-débatteurs, sont là pour former, je dis former au grand sens du mot du Kant. Je suis philosophe, je pèse mes mots. Au grand sens du mot du Kant, que toutes les écoles sont là pour former des citoyens utiles pour la. Et on reste sur vous, M. Tati, dans une société, vous l'avez évoqué, dans une société où la grossesse en milieu scolaire reste stigmatisée, quels sont les risques socio-culturels liés à cette décision? C'est vrai que la question de mœurs pose problème chez nous, parce qu'on a voulu garder un tabou en ce sens-là. Vous voyez? Mais il est question, nous sommes en train de faire la mutation et il y a un changement de paradigme. Donc si vous analysez nos sociétés, à l'époque coloniale, à l'époque de l'indépendance, post-indépendance, vous allez voir que les paradigmes ont changé. Donc il est question ici de faire des grandes pédagogies pour faire comprendre à nos populations le bienfait de cette décision aujourd'hui. Les bienfaits de cette décision. Et aussi, il est question de faire avancer les pions, comme on dit dans les jeux d'échecs. Il faut faire avancer les pions. Donc, il faut que les gens comprennent que quand une fille tombe grossesse, c'est un accident plutôt que, comment dirais-je, plutôt que de la honte. Très bien. En tout cas, merci, Monsieur Tati. Monsieur Mabiala, Monsieur Tati vous a carrément indexé
que vous faites l'apologie de la sexualité par vos arguments et votre prise de position. D'abord, vous allez réagir à cela. Après, vous allez nous faire votre proposition, parce que nous entamons la série des propositions pour que cette mesure puisse produire des fruits voulus par les systèmes de l'éducation nationale. Merci, parce que c'est une accusation grave. Ça signifie que tout ce que j'ai expliqué. Vous savez, je suis spécialiste en éducation, mais aussi spécialiste en communication pour les changements sociaux et de comportement. Et en tant que spécialiste en communication pour les changements sociaux et de comportement, j'ai travaillé pendant 6 ans pour la Fédération internationale pour la planification familiale, à Lomé au Togo, où j'ai aidé le gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à éviter justement les grossesses non désirées chez les adolescents. Un sujet qui ne passe pas du tout en Afrique. Alors voilà justement, un sujet qui ne passe pas en tout. En tant que parent, maintenant, moi je vais donner mon avis parce que, en fait, j'ai expliqué, j'ai donné des chiffres, j'ai expliqué la réalité. Ça ne veut pas dire que je fais l'apologie de la sexualité, mais j'ai expliqué la réalité, j'ai donné des chiffres. Mais je vais vous donner mon avis. En tant que parent, comme tous les autres parents, la première mesure, si vous voulez, qu'on recommande à une fille, j'ai 2 filles, ce sont de grandes filles, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. C'est tout à fait, c'est une fierté pour les parents de parler d'abstinence. Et moi, je suis sûr, je ne veux pas parler de mes filles, mais je suis fier de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants sur ce plan-là. Oh, objectivement. Oui, absolument. Absolument. C'est vraiment objectivement. C'est l'abstinence. Maintenant, entre ce que nous voulons, nous souhaitons, nous parents, et la réalité, c'est là que je parlais de politique d'Autriche. La réalité, prenons le cas de notre pays, le Congo, quelle est la réalité? C'est que la réalité, nos enfants sont sexuellement actifs. J'ai donné les chiffres. Au moins 12% des jeunes filles à 15 ans sont sexuellement actives. C'est la réalité. Vous avez proposé seulement l'abstinence non, attendez. Nous proposons le terme. Moi, je propose l'abstinence pour éviter les grossesses non désirées. Parce que comme on dit en Afrique de l'Ouest, si vous ne faites rien, il n'y a rien. Vous voyez? Vous ne faites rien, il n'y a rien, il n'y aura rien. Donc, abstenez-vous. Malheureusement, elles sont sexuellement actives. Et donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas se contenter de l'abstinence. Il faut les aider à éviter les grossesses non désirées. Par l'information, mais aussi par les méthodes contraceptives modernes. Et c'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas ça. Nous disons à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons, abstenez-vous. Pas de relations sexuelles avant le mariage. Oui, mais la réalité, c'est qu'elles ont des rapports sexuels. Et nous savons, comme elles ont des rapports sexuels, elles tombent enceintes. Parce que nous ne mettons pas à leur disposition l'information nécessaire, nous ne mettons pas à leur disposition les méthodes contraceptives modernes nécessaires pour prévenir des grossesses. La même question, nous sommes dans une série de propositions, Madame Cécile Thiomo. Votre proposition pour que ce système aboutisse? Pour que ce système aboutisse, il est question que toutes les parties prenantes se mettent ensemble et qu'une sensibilisation soit organisée. Nous avons une direction oh là là, le mot est en train de partir, au secrétariat général de l'éducation, une direction de l'éducation à la vie. Il y a beaucoup d'argent depuis 2006 qui sont mis dans ces projets par la communauté internationale. Où passe cet argent? Et pourquoi l'enseignant et l'élève, et même la famille, n'a pas été sensibilisés pour qu'on jette vraiment dans la société une note qui a fait pleurer tout le monde et étonné. Donc vous proposez la sensibilisation? Il faut une sensibilisation forte. Une sensibilisation forte sur toute l'étendue de la République avant
l'application de cette note. Une sensibilisation qui va mettre et les parents, et l'école, et l'Église, et toute la communauté congolaise à travers le pays dans une même moule. Que tout le monde comprenne qu'il y a nécessité que les filles soient comprises par leurs fautes ou soit par les viols, puisque il n'y a pas que les filles, il y a aussi les femmes comme nous qui tombent enceintes après d'être violentes. Merci beaucoup. Monsieur Tati Jacques, vos propositions ou votre proposition? J'épouse ce que mes co-débatteurs ont dit. Donc, il faudrait que, surtout en ce moment, puisque la question crée de remous, que le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires, se mettent ensemble pour qu'on explique bien la portée de cette décision, mais aussi qu'on mette tous les moyens en œuvre, que ce soit la sensibilisation, que ce soit l'encadrement des filles post-grossesse, que même le changement de programme, même les curricula, par exemple, avec des cours tels que l'éducation à la vie, pour qu'on fasse passer vraiment l'information. Même les parents aussi, il faut les sensibiliser davantage, qu'ils ne doivent pas rejeter ou, je sais pas, cacher leurs filles qui sont tombées en grossesse, mais qu'après la grossesse, les filles doivent être ramenées à l'école pour poursuivre leurs apprentissages. En tout cas, merci beaucoup. Sylvie, Mamona, c'est à votre tour. Je crois bien remercier nos différents intervenants et sûrement conclure cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir apporté des éclairages sur ces sujets qui est très sensible. Merci à Dewar d'avoir partagé ces plateaux avec moi. Merci à la grande équipe. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.